on bouge d'une façon qui n'est pas adaptée, c'est qu'en fait, on perçoit notre environnement d'une certaine façon. On le perçoit mal. Et à travers de ça, le sensoriel nous ramène vers une certaine posture, la posture nous ramène vers une façon de bouger, et derrière cette façon de bouger, on va produire de la force, de la vitesse et après de l'endurance. Donc ça, c'était le sujet de la dernière fois, que tout partait du sensoriel, de la posture et du schéma moteur. C'était vraiment ce que j'avais essayé de dégager la dernière fois. Donc pour la préparation physique, donc j'ai utilisé le mot préparation physique euh, dans, dans ce colloque, mais il faut bien voir derrière tout ce qui va se passer. Ça va être ce qui va se préparation du système nerveux, je pourrais dire, préparation de votre schéma moteur et ne pas voir uniquement, je ne vais pas voir la préparation physique uniquement comme la préparation d'un muscle, d'un bout de steak qui n'est raccordé à rien. Je vais préparer un mouvement plus qu'un muscle. Donc, on avait dit que le sensoriel était la base de tout. Je vais désolé pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mais je fais un rappel très très rapide. Donc le sensoriel, il y a beaucoup de choses qui composent le sensoriel. Donc les pieds, par exemple, comment je perçois ce que je touche. Donc là, pour un athlète, ben, c'est le sol, ce sont les pieds. Il y a l'oreille interne, par exemple, les fuseaux neuromusculaires, donc comment on perçoit enfin, la position de notre environnement dans l'espace. Et bien sûr, l'œil qui est tout en haut. Donc je vais très très vite. Donc c'est un des sens dominant pour notre posture. Et je rappelle juste que si on a des troubles visuels, on va avoir une mauvaise posture derrière et que malgré le fait qu'on fera des choses en musculation pour essayer de corriger, ça nous prendra plus de temps que si on corrige tout simplement d'éventuels problèmes visuels. Par contre, on va pouvoir bien agir sur notre zone de contact, sur le pied, parce que là, il s'agit du mouvement et de corriger en fait une perception, enfin, où, en tant que professionnel du sport, on a beaucoup plus l'habitude de ça. Donc là, le pied, c'est la seule interface que l'on a, notre seul moyen d'agir, de nous déplacer, de produire des forces lorsque l'on est en train de courir. Il faut bien sûr s'assurer des fonctions du pied. Donc ça, c'est toujours des rappels. Est-ce qu'on est capable de faire du grasping, c'est-à-dire de griffer avec les orteils, de bien contrôler tous les orteils, de griffer, de relever les pointes de pied. Le contrôle de la pronosupination. Est-ce que je suis capable de passer du bord externe au bord interne? Et est-ce que je n'ai pas de réflexes archaïques? Donc, les réflexes archaïques, euh, pour c'était, on avait dit par exemple le réflexe palmaire, c'était quand on mettait une petite stimulation au nouveau-né dans le doigt qui fermait sa main. Il fermait sa main sur nous. Et ça, en fait, c'est un réflexe. Ce n'est pas quelque chose de conscient. Et de la même façon, on a des réflexes qui ressemblent à ça. Donc, il y a beaucoup de réflexes différents qui vont agir sur différents sens. Donc, toute une succession de réflexes. Désolé, je vais très très vite là-dessus. Et le réflexe dont je voulais vous parler, donc le réflexe de Babinski, de bien le revoir, parce qu'il il est bien souvent présent, c'est lorsque l'on contacte sur le bord externe du pied, lorsque je mets un contact sur le bord externe du pied, la réponse c'est une élévation lente et majestueuse, comme on dit dans les bouquins de médecine, une élévation lente et majestueuse du gros orteil et un écartement des orteils. Et parfois, il est même associé avec la flexion du genou et de la hanche. Donc, vous imaginez que si vous avez ça lorsque vous posez le pied au sol, il y aura une mauvaise réponse. Il y aura vraiment quelque chose qui ne va pas être adapté sur toute la chaîne musculaire. Donc, pour s'assurer de ça, ben déjà, il faut juste se gratter le bord externe du pied. On le fera tout à l'heure éventuellement ensemble lorsque je mettrai la caméra. Tester le bord externe du pied et voir s'il n'y a pas une surstimulation, une surréponse par rapport à ça. Le réflexe plantaire, c'est lorsqu'il y a un contact au niveau des orteils, on a tendance à l'agrippement. Et il faut que ça soit complètement disparu. Et pour le tester, par exemple, vous relevez les pieds à fond, vous regardez, vous constatez votre amplitude, et là, après, vous venez placer une pointe de stylo au milieu.
vraiment au milieu de vos orteils. Et là, pour certaines personnes, l'amplitude va fortement être réduite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore un réflexe plantaire, c'est-à-dire qu'on aura encore des tensions qui vont nous mener à agripper le sol à cause de cette tension. Voilà. Et ça, pour tout le coureur, ça va amener à des rétractions au niveau du pied qui vont nous empêcher, en fait, sur toute la chaîne, de vraiment bien agir. Donc voilà, c'était le deuxième réflexe que dont je voulais vous parler. Et il y en a juste un troisième. Je veux pas trop vous encombrer avec ça. Est-ce qu'il y a des questions maintenant là par rapport à ça, Hervé? Alors, a priori, non, pas encore. Très très vite, désolé. Sauf Alors, s'il y a quelqu'un qui régit, mais non. ok. Et le dernier, c'est le RTAC. Le RTAC, c'est quand vous êtes sur le dos et que vous êtes un enfant, c'est que lorsqu'il y a un bruit qui va de votre côté gauche, l'enfant a tendance à tourner la tête du côté gauche, du côté de la stimulation, et à tendre le bras. En fait, c'est ce qu'il fait travailler de façon symétrique, excusez-moi, de façon asymétrique. Il travaille que le côté gauche, puis le côté droit, que le côté gauche, puis le côté droit. À cet âge-là, en fait, il ne travaille pas de façon croisée. Et si l'enfant n'a pas intégré ce réflexe, par exemple par la marche en quatre pattes, par la répétition, il ne va pas être capable, dans l'âge adulte, d'alterner en fait une contraction des chaînes croisées très rapidement. Et là, bah, ça va provoquer, par exemple, pas assez de fréquence, éventuellement. La personne a du mal à switcher entre les deux chaînes musculaires, ou par exemple, un problème de coordination au bas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux? Par exemple, la question Ah, qu'il faut me poser, c'est là que j'ai pas dit, comment je fais pour détecter un RTAC? Ok, je vais arrêter le partage d'écran. Ok, regardez-moi. Donc, pour détecter un RTAC, donc vous mettez la personne face à vous avec les deux mains comme ça. Vous mettez les doigts vers eux. Et là, en fait, vous lui demandez de tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite. Si vous constatez une élévation d'une des épaules, ou alors la personne tourne les bras du côté où elle regarde, ou elle a une tension en levant un bras ou en le tournant, voilà, il a un RTAC. Toutes les personnes aussi qui marchent à quatre pattes de façon très difficile, ils ont souvent un RTAC qui est mal intégré, donc il peut être intégré ou mal intégré. Voilà, donc ça c'est à voir aussi, c'est assez intéressant pour avoir des chaînes croisées qui fonctionnent de façon efficace. Voilà Hervé. Pas de questions sur le sujet là, c'est bon? non, c'est toujours bon. Ok. Tu trouves que j'ai été clair sur ces trois réflexes? Oui, et puis c'était déjà un peu évoqué dans la première intervention. Donc, comme la majorité était là, je pense que Ok, on a intégré. le réflexe. Ok, ok, là je pense qu'on voit mon écran. Hop. Donc on avait parlé. Hop là, désolé. Ça va un peu vite. Donc on avait parlé que pour chaque étape, il y a une alternance de fonctions, que certaines zones servent à tourner. On appelle ça les zones de mobilité. Certaines zones servent à stabiliser. Donc il faut vraiment respecter en fait ces zones. Et on va voir après que lorsqu'on va corriger les fautes en sprint, on va voir toutes les erreurs en fait qu'on peut corriger. Il faut vraiment faire en sorte que certaines zones soient stables, certaines zones soient bien mobiles. Attention, avant que l'on commence, de bien parler des bonnes choses. La raideur, c'est une bonne chose. La raideur, c'est une capacité à ne pas se déformer. Et généralement, quand on pose le pied en sprint ou en course à pied de façon générale, on ne veut pas se déformer. Donc, ce qu'on va appeler la raideur, c'est cette capacité-là. Et la souplesse, c'est la capacité à accomplir des mouvements avec la plus grande amplitude. Donc, de façon générale, ce que l'on veut, c'est être raide et souple. Et être les deux, ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, le mouvement, c'est être capable d'avoir des zones de transmission de force, de raideur, et d'autres de souplesse. Hop, je vais passer ça. Donc, parfois, la machine se dérègle et les zones stables deviennent mobiles et vice-versa. Et là, ça devient problématique et il faut réapprendre
à recréer les bonnes zones. Hop là. Tout commence à ça. Dernière chose avant de commencer, si on essaie de créer des zones d'amplitude seulement par l'étirement, on risque la rupture. Par exemple, dans le cas du sauteur en longueur qui veut ramener loin, donc son ischio est étiré et il doit produire des forces à haute vitesse à cet endroit-là. Si on cherche à l'améliorer au niveau de son ramené, par exemple, ou de son amplitude uniquement par des étirements, ça ne va pas fonctionner parce qu'il ne va pas être capable de produire de grandes forces à ces niveaux d'étirement. Et c'est la rupture assurée, c'est la déchirure ou c'est la blessure. Ce qu'il va falloir faire, c'est l'amener à créer des étirements en créant des forces à ces niveaux-là. Donc là, l'entraînement éventuellement d'une danseuse ou d'un sauteur en longueur pour faire ça ne va pas être le même. Si la danseuse aura moins de force à produire dans certaines zones d'amplitude, je ne suis pas en train de dire que les danseuses n'ont pas besoin de produire de force, mais par exemple, en saut en longueur, pour arriver ou alors pour l'heure, par exemple, être capable de faire un soulevé de terre à une jambe en position d'étirement, produire des forces dans des amplitudes assez contraignantes, c'est intéressant. Produire des forces et à haute vitesse, c'est intéressant. Par exemple, avec des mises en tension balistiques. Hop. Donc, les stratégies que l'on va adopter, désolé si ça semble encore un peu théorique, je vais essayer de rentrer dans le très pratique très très bientôt, vous inquiétez pas. Les stratégies que l'on va adopter pour être performant sont 2 temps et 3 mouvements. Donc, au niveau de toutes les zones de stabilité. Donc, je vous rappelle les zones de stabilité dont on avait parlé, le pied, le genou, la zone lombosacrée, la zone scapulo-thoracique, donc les scapulas sur le thorax, le coude et d'autres. Voilà. On va essayer d'assurer pour cette zone-là une bonne stabilisation des zones, une bonne activation de ces zones. Donc, c'est-à-dire être capable déjà de comprendre quels muscles je dois contracter pour arriver à les étirer. Excusez-moi, pour arriver à les stabiliser. Avoir une bonne prise de conscience de ces zones-là, avoir un bon schéma moteur. Je m'explique. Si vous voulez stabiliser votre bassin dans le sprint, il ne va pas s'agir juste de dire à votre athlète stabilise ton bassin, arrête de bouger, de mettre tes fesses en arrière, arrête d'avoir les fesses qui bougent à gauche à droite. Il va falloir en fait lui montrer déjà de façon simple, dans une posture vraiment beaucoup plus simplifiée, on va voir comment on peut le faire, pour qu'il sente déjà comment en fait il va pouvoir contracter ses muscles et arriver à le faire. Une fois qu'il a compris comment le faire, on va pouvoir renforcer cette zone, donc s'assurer d'une force suffisante et éventuellement, tout à la fin, s'assurer d'une proprioception suffisante. Alors moi, je mets dans cet ordre-là. Et bien souvent, en fait, on voit l'inverse. On voit que pour créer de la stabilité, on va tout de suite mettre la personne sur des plateformes instables, debout. Et là, c'est le jeu du cirque. On voit n'importe quoi. La personne, en fait, elle apprend à se stabiliser, mais sans forcément utiliser les bonnes zones. Elle est juste en train de se mettre sur un feedball, d'être dans toutes les positions, très complexe, et ça va être très difficile. Mais est-ce qu'elle est vraiment en train d'utiliser les zones de stabilité comme elle devrait l'être? Donc voilà, la petite morale au niveau de la stabilité, c'est que plutôt d'essayer de faire des choses de plus en plus complexes et de faire les jeux du cirque, il va falloir essayer de simplifier et de voir quel est le fondement, la base même en fait, du mouvement pour arriver vraiment à faire la chose correctement. Non, désolé, pas ça. Pour la mobilité, de l'autre côté, c'est pareil que la stabilité, on s'assure que l'on est capable de contrôler. Est-ce que je suis capable de contrôler un mouvement, par exemple une extension de hanche? Est-ce que je suis capable de faire une extension de hanche sans venir leur doser?
est-ce que je suis capable de de tendre la pointe de pied sans fléchir le genou? Est-ce que je suis capable de fléchir la hanche sans arrondir le dos? Ça, voilà, il faut savoir le contrôler. Et pour faire ça, ben, ça ne se fait pas ni à haute vitesse, ni sur des plateformes instables. Ce n'est pas le jeu du cirque. Une fois que l'on arrive à contrôler, on rajoute de la force dans des amplitudes quasi maximum. On peut décharger, on peut rajouter de l'excentrique, des exercices d'assistance, du tempo. Pardon. Hop. Et enfin, on peut travailler en tissulaire pour augmenter l'amplitude. Donc, je prends l'exemple. Ma personne n'est pas capable de tendre assez la jambe pour étirer son ischio sur les haies. Déjà, il faut s'assurer que la personne est capable de tendre sa jambe. Est-ce qu'elle sait le faire? Est-ce qu'elle sait tendre sa jambe? Est-ce qu'elle sait pousser loin derrière et tendre sa jambe devant? Est-ce qu'au niveau moteur, elle y arrive? Deuxièmement, est-ce qu'elle en a la force? La force de monter son genou? Est-ce qu'elle a la force de tendre la jambe derrière complètement à des vitesses vraiment très grandes? Et dernièrement, je vais pouvoir travailler en étirement avec des automassages. Donc là, voilà, j'inverse encore une fois la tendance où dès que ça ne va pas au niveau de la mobilité, on a tendance en fait à juste étirer, tirer sur un muscle sans prendre en compte le système nerveux. On considère le corps comme un bout de steak et pas comme un système complexe avec son système nerveux qui est très particulier. Voilà. Il y a des questions, Hervé? Je n'ai pas vu de questions, mais on peut faire un petit sondage rapide et s'il y a une personne qui désire poser une question, elle peut enlever son micro, remettre son micro plutôt. Ok. A priori, non. Alors, on a vu que pour assurer ça, la dernière fois, on proposait des échauffements avec un travail sensoriel d'abord. Donc, c'est j'arrive sur le stade. Éventuellement, si j'ai un réflexe de Babinski ou un RTAC, je le travaille. Donc, je travaille mon sensoriel en premier. Je travaille sur mes automassages, mes étirements. Donc, c'est l'échauffement. Ce n'est pas la stratégie principale. Là, c'était la stratégie principale à adopter. Là, c'est l'échauffement. On mobilise sans activation. On fait une activation. Ça, c'était l'échauffement en fait, que je vous ai proposé la dernière fois. Donc, on avait vu tout ça. Donc, là, c'est vraiment dans votre préparation physique. Focalisez-vous sur le contrôle moteur, sur la force et éventuellement, en dernier recours, sur le travail en tissulaire ou une proprioception suffisante. Et après, pour l'échauffement, je vous avais donné cette liste en fait que vous pouviez suivre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire après, c'est regarder en fait les patrons de foulée et regarder tout simplement toutes les fautes que l'on peut voir et comment on peut les corriger. Ça va être très pragmatique. Donc, pour choisir son axe de travail, donc on est là pour ça, on est là pour savoir comment on va coacher son athlète, qu'est-ce qu'il va falloir lui dire en fonction des fautes que l'on peut voir. Pour moi, et ça reste ma façon de voir, je pense qu'avant de commencer à chercher vraiment le petit détail, d'abord les prérequis, on assure un niveau de maîtrise minimum des fondamentaux athlétiques, les gammes athlétiques, et une compréhension des différents aspects de la foulée. Voilà, normalement vous savez bien le faire toutes les gammes de course correctement, savoir s'aligner, etc., etc. Ensuite, on assure des niveaux de force suffisants pour moi avec des techniques suffisamment bien maîtrisées, comme savoir faire lentement et avec force ce que l'on doit faire à haute vitesse. Et là, je choisis des mouvements classiques, savoir correctement réaliser un hip thrust sur une jambe, excusez-moi, un deadlift, un squat sur une jambe, un deadlift sur une jambe et des fentes. J'avais essayé de mettre des repères
de force. Alors, ça reste encore une fois ce que je pense, ce que j'essaie d'obtenir. Mais par exemple, il y a des feux, pour moi, il y a feu vert, feu orange et feu rouge. En deadlift, pour moi, ça reste vraiment ma vision des choses. Quelqu'un qui fait une fois en soulevé de terre en deadlift, c'est le minimum. Il faut que, voilà, entre une fois à 2 fois le deadlift, son poids de corps. Hein. Je parle du poids de corps, et que ce soit pour les garçons ou pour les filles. 2 fois le poids de corps pour deadlift, pour moi, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de travailler plus que ça. Et une fois, c'est vraiment le minimum. 1,5, je trouve ça très, très correct pour pouvoir faire du sprint. Donc, ce n'est pas énorme non plus. On y arrive assez vite en quelques mois de travail. Et en ce qui s'agit du squat, j'avais mis donc. Alors, j'utilise que le front squat. J'essaie absolument de les faire arriver en front squat sur du. Alors, 1,1, c'est le minimum en front squat. 1,2, on est pas mal. Et 1,5, c'est le maximum. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin pour vraiment réaliser des sprints très efficaces. Ça reste vraiment mon point de vue. À partir de là, voilà, je vais commencer à essayer de chercher le petit détail. Mais avant, les niveaux de force ne sont pas assez importants et je risque un peu la blessure. Donc, je préfère qu'ils maîtrisent bien ces techniques-là pour aller ailleurs. Après, j'assure les fondamentaux biomécaniques, les alignements, les mises en charge en rotation externe. Donc, on va le voir en deuxième partie. D'abord, on va voir tout ce qui se passe du coup dans un premier analyse sur le plan sagittal et après dans le plan frontal. Donc, le plan sagittal, c'est quand on regarde de côté et le plan frontal, c'est de face. Donc, David, pour moi, je veux d'abord… Juste, il y avait une petite question pour savoir à qui s'adresser, en fait, quelle catégorie À toutes, en fait. À toutes, parce qu'en fait, un petit, généralement, même les benjamins, ils ne savent pas faire, ils n'arrivent pas à faire ces niveaux de charge-là. Donc, pour moi, c'est déjà de leur apprendre les basiques, c'est à soulever leur poids de corps avec des manches à balai. Et petit, en minime, ils vont commencer avec des charges un peu plus conséquentes. Et en fait, c'est arrivé à tout le monde va devoir manipuler son poids de corps. Donc, tout le monde est à égalité. Donc, une fille de 50 kg, pour moi, en deadlift, que ce soit un mec de 50 kg ou une fille de 50 kg, qu'il soit benjamin ou senior, doit en deadlift, voilà, 50 kg pour un mec. Quand on fait 50 kg, c'est limite, et 100 kg, c'est très conséquent et ça me suffit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Oui. Et tu peux préciser simplement les mouvements hip thrust, deadlift, pour ceux qui ne sont pas habitués au… Alors, regardez. Nouveau partage. Tac. Alors voilà, là vous avez en fait tout ma banque de données d'exercices. Alors là, le hip thrust. Attends, on n'a pas… Ah voilà, ça y est, ça arrive. C'est bon. Donc en fait, j'ai une bande d'exercices. Ah mince, c'est pas ça. Pour cet exercice, vous mettez bien vos omoplates. Hop. Hip thrust, il est là. Ah mais du coup là, vous voyez pas mon fichier YouTube là? Non, on voit simplement le fichier Excel. Ok. Hop là, ça va arriver. Hop. Arrêtez le partage. Partager l'écran. Hop. Pour les hip thrusts, mettez bien vos omoplates sur le banc, les pieds sur les genoux. On monte la charge en veillant à bien contracter les fessiers et vraiment essayer de monter le bassin le plus haut possible avec les fessiers. Si vous avez tendance à rentrer les genoux un petit peu en montant, n'hésitez pas à mettre une mini-bande sur les genoux pour garder les genoux
bien écarté et bien activé les fessiers. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu la vidéo? C'est bon, il y avait le son? Oui, Ok, parfait. Alors ça, c'était un hip thrust. Voilà ce qu'est un squat. bon, le squat, à la limite, on connaît. C'était plus les. Et là, du coup, vous voyez encore mon YouTube, là, du coup? Fessiers, garder les genoux à l'extérieur. Voilà, bon, un squat, voilà, tout simplement. Je regarde devant et je descends bien, fesses sous les genoux. Voilà, bon, c'est ça. Avant de remonter. Donc moi, personnellement, j'utilise le front squat, j'utilise pas le deadlift. Et voilà pour le deadlift, ce qu'est un deadlift. Alors après, j'utilise des variantes. J'utilise plutôt le deadlift sur une jambe. Pour le deadlift, et le squat sur une jambe. largeur d'épaule, on va bien passer les mains à l'extérieur des genoux. À partir de là, je regarde devant, je suis sur la poitrine pour le dos bien droit. Et je garde pendant toute la montée la barre proche de mes cuisses, même en contact. Voilà un deadlift. Ok. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Arrêtez le partage. Tac, tac. Attendez, il y a une petite demande. Tac. Voilà, à la demande de Michel Masseglia. Lire à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Alors, c'est bon, on était sur les fondamentaux. Donc, d'abord, respectez ça. Une fois que j'ai respecté ça, vous voyez, c'est bon le... Allô? Là, il n'y a pas ton partage d'écran. On te voit toi. Ok. Là, c'est bon, ça arrive. Voilà. Alors, du coup, d'abord, j'analyse la technique que j'attends et les besoins selon l'efficacité et l'efficience que j'attends. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, efficacité, c'est juste réaliser quelque chose. C'est peu importe l'énergie que je dépense, il faut que j'arrive à mon but. Par exemple, au saut en longueur, il faut simplement être efficace, c'est-à-dire il faut sauter loin, peu importe l'énergie que l'on va dépenser. Contrairement au 100 mètres, c'est autre chose. Donc là, il y a un problème d'efficacité. Au saut en longueur, je veux être efficace, sauter loin. Je vais peut-être devoir m'organiser différemment, avoir une technique de course particulière. Et au 100 mètres, peu importe, peu importe ma technique de course, d'une certaine façon, le plus important, c'est que j'aille vite. Et là, par exemple, voir une personne qui court, par exemple en cycle arrière sur le 100 mètres, c'est beaucoup moins gênant que de voir un sauteur arriver sur la planche complètement en cycle arrière. Donc là, il y a un problème d'efficacité. Au niveau de l'efficience, je vais comparer le 100 mètres et le 400 mètres. Donc là, il y a le rapport à être efficace, c'est-à-dire aller quand même vite, mais il faut être efficient, c'est qu'il faut être efficace avec un certain coût énergétique. Et là, pour le 400 mètres, même si on a une idée de la technique parfaite la technique plus ou moins parfaite vers laquelle il faut tendre, il va falloir sacrifier cette technique parfaite pour aller vers un certain coût énergétique. Donc là, c'est des choix en fait qu'il va falloir faire. Donc ça, on rentre en fait sur l'aspect numéro 2. Quel choix en fait on va vouloir faire? Qu'est-ce qu'on va vouloir sacrifier pour économiser de l'énergie ou alors être vraiment efficace? Par exemple, sur le 400 mètres, on a souvent plus un cycle qui est légèrement plus en arrière que sur le 100 mètres. Donc là, il y a un choix à faire au niveau de la performance et au niveau prophylactique. Comment je vais faire pour ne pas me blesser? On peut chercher complètement la performance sans s'occuper de est-ce que je vais me blesser? Et là, c'est un choix qui dépend que de vous. Malheureusement, aujourd'hui, on ne s'occupera pas trop des aspects prophylactiques.
Choisir des éléments après de préparation physique et motrice adaptés et orientés à la correction ou au renforcement à la technique. Et là, c'est tout le sujet, c'est tout ce qu'on va voir. Comment on fait pour choisir des éléments de préparation physique pertinents pour corriger ou renforcer une technique. Donc, pour corriger une technique dans le sens changer la technique et renforcer, renforcer des éléments techniques qui sont très forts pour un individu. Par exemple, si un individu court et qu'il est très indéformable, est-ce que je vais aller dans son sens? Est-ce que je vais vraiment renforcer son indéformabilité? Ou est-ce que je vais aller m'occuper plutôt d'autre chose? Donc, corriger quelque chose d'autre. Et là, c'est un choix qu'on ne va pas voir non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste vous permettre, en fait, que vous vous dites, moi, je veux corriger ça, moi, je veux m'occuper de ça. Qu'est-ce que je fais en préparation physique? Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachant que, point numéro 4, proposer une meilleure technique individuelle. Donc, la technique va dépendre de chacune des personnes et à un instant T, parce qu'elle peut varier dans le temps. En tout cas, il y a des techniques plus pathogènes que d'autres. Et là, on va voir pourquoi dans les prochains éléments. Hop. On va voir ce qui se passe au niveau sagittal maintenant. Dans le plan sagittal, c'est ce qui se passe de côté. Avant de parler, on va devoir définir certaines images. Donc là, toes off, c'est le moment où l'orteil quitte le sol. La MVP, c'est le maximal vertical position. C'est le moment en fait où on est le plus haut possible. Donc elle est aussi définie comme les deux pieds sont parallèles au sol. Donc, ce qui est assez pratique avec la piste parce que généralement vous avez des lignes et vous pouvez voir à quel moment en fait les deux pieds sont parallèles au sol. Voilà. On va définir la position strike. La position strike, c'est quand le fémur il est perpendiculaire au sol, le fémur de la jambe libre. Touchdown, quand vous touchez le sol. Et full support. Voilà. Donc ça, c'était juste pour qu'on définisse ces différentes positions et qu'on puisse discuter des mêmes images ensemble. Donc pourquoi faire ça? Déjà, ça va nous permettre de constater des asymétries. Donc là, par exemple, on voit sur toes off une personne qui a une extension de hanche vraiment très importante d'un côté et de l'autre côté, moins. Donc, ce qui influe sur cette position-là, on a moins d'ouverture entre les deux. Et surtout, à touchdown, on voit que le genou de la jambe libre ici, est-ce que vous voyez bien mon curseur, en fait? Hervé, oui. Ok. Oui, okay. Ouais, c'est bon. Ok, là, sur mon curseur, là, on voit que le genou de la jambe libre ne dépasse à peine le genou qui est au sol, enfin, dont le pied est au sol. Et là, il est carrément vraiment devant. Donc, n'oubliez pas, pour tout ce qui va se passer par la suite, c'est que bien souvent, tout dépend de cette phase-là, de la phase de poussée. Si la personne a avancé assez son genou, c'est parce qu'elle a eu le temps de le faire. C'est très souvent ça. Et si vous voulez augmenter l'avancée du genou, augmentez le temps que vous passez au sol. Par exemple, là, la personne, elle a bien tendu sa jambe, elle va pouvoir ramener ici la jambe gauche assez vite. Elle a eu le temps de le ramener. Là, elle n'a pas eu le temps de le ramener. Et ça, pour un sauteur en longueur, c'est vraiment important. Pour ceux qui font du saut en longueur, il faut vraiment essayer d'arriver dans les 6 dernières foulées avec ce genou qui dépasse la jambe libre ici, à touchdown notamment. Voilà. Là, je vous ai fait un petit tableau. Et là, on va pouvoir commenter avec quelques fautes. J'aimerais vraiment que ce soit une discussion, que vous me posiez des questions là-dessus et que je n'ai pas juste la science infuse. Donc là, à toes off, on va parler par exemple lordose. Je constate que mon athlète a une lordose sur l'image toes off. Je constate qu'il n'y a pas d'extension de hanche sur toes off. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je vous ai mis des éléments.
je constate qu'à Tozof, le tibia et le fémur est trop fermé. Je constate pas de dissociation des ceintures. Voilà. Est-ce que déjà on peut faire un point pour est-ce qu'il y a une bonne compréhension du langage que j'ai adopté ici là? Voilà, je les prends un par un. Donc du coup, pas d'extension de hanche, c'est-à-dire je ne pousse pas assez derrière. Fémur tibia trop fermé, donc sur Tozof, je reviens l'image ici, c'est-à-dire ici là, admettons, la personne elle a encore le pied sous la fesse. Qu'est-ce que je fais? On va voir. Pas de dissociation des ceintures, c'est-à-dire là, on voit que la personne à Tozof, elle a l'épaule droite qui avance un petit peu, et là, c'est l'épaule droite qui avance un peu. Et parfois, les épaules restent fixées. Il n'y a pas de dissociation du tout. Qu'est-ce que je fais pour ça? À MVP, il y a trop d'oscillations, c'est-à-dire on est trop haut à MVP. Votre athlète rebondit. Il va de haut en bas. Qu'est-ce que je fais? MVP, le fémur et tibia l'angle fémur tibia est trop ouvert. Désolé pour les petites fautes d'orthographe, je l'ai fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire ici, le pied est trop devant. Il n'est pas bien sous le genou, il est beaucoup trop devant. Qu'est-ce que je fais? Strike, pied libre trop haut. Donc c'est-à-dire là, par exemple ici, le pied libre est plus haut que dans cette position-là. Alors, chez la fille, on le voit mieux. Le pied là est presque arrivé sous la fesse, alors que là, non. Qu'est-ce que je fais pour corriger ça? Hop, à touchdown, le contact est trop en avant. On appelle ça un overstride, c'est-à-dire une surfoulée. On pose le pied trop devant. Par exemple, là, la personne, ici, pose le pied un peu plus en avant que dans ce cas-là. Qu'est-ce que je fais pour essayer de corriger ça? Full support. La personne est trop basse. Là, c'est une personne qui est assez indéformable. Bon, c'est un sprinter de haut niveau quand même. Là, et on regarde en fait l'angle. Il y a certaines personnes en fait qui ont le genou un peu fléchi. Qu'est-ce que je propose pour corriger ça? Alors, on pourrait répondre à toutes ces questions-là. Bien évidemment, c'est simple. On le met sur des plots et on le fait répéter, on le fait répéter, on le fait répéter jusqu'à ce que ça rentre. Bien évidemment, ça va fonctionner parce qu'à force de répéter quelque chose, on va réussir à mieux le faire. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas faire que ça toute notre vie, parce que si on fait que courir tout le temps, on va se blesser. Il y a bien des moments où il faut qu'on se retrouve à faire de la préparation physique et qu'est-ce qu'on y fait. Donc, bien évidemment, j'enlève pas le fait que voilà, quand on court, il faut essayer de corriger sa foulée et de donner à la personne des feedbacks qui lui permettent de corriger. Ça, c'est à l'entraînement. En compétition, c'est une autre question. Pour moi, en compétition, la personne, elle a la technique de son physique. C'est-à-dire, son physique va lui dicter, pour un athlète qui comprend à peu près ce qu'il fait, elle va lui dicter quand même, ok, pousse plutôt comme ça, ton physique, il est fait comme ça, donc essaie d'aller dans ce sens-là, quitte à être asymétrique, quitte à pousser trop haut, quitte à pousser moins longtemps, tu es plutôt fait comme ça, donc du coup, quand la personne va à fond, elle n'a peut-être pas la meilleure technique selon les cas d'école, mais elle a la meilleure technique pour elle-même à un moment T. Ça reste que mon opinion. Ça répond a priori aux premières questions, enfin, un petit peu aux questions qu'il y avait dans le chat, à savoir est-ce qu'il y a des bons placements ou qu'est-ce que tu vises peut-être comme placement par rapport à quels sont tes repères? Ok. Cette diapo, elle va y répondre. Prendre conscience. Alors, avant de répéter quelque chose, donc là, je vais vous proposer des exercices qu'on va voir du coup sur toute ma banque de données d'exercices. On va les voir un peu un par un. Et donc, tout ça, ça va dépendre du temps qu'on va réussir
à avoir et des questions que vous allez me poser, c'est que déjà, il faut que l'athlète ou le coach prenne conscience de son erreur, s'il veut la réussir à la corriger. Il faut qu'il comprenne, bien sûr, le mouvement après. Il faut qu'il arrive à intégrer un mouvement, donc comprendre ce qu'on attend de lui. Si vous ne lui demandez pas, si vous ne lui expliquez pas clairement ce qu'il faut qu'il fasse, il n'y arrivera pas. Dans une posture simple, si la personne n'arrive pas à faire ça à très haute vitesse avec de la force, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, du coup, il faut lui réapprendre à stabiliser, mobiliser, activer les bonnes zones, comme on avait vu au tout début dans les rappels, pour déjà contrôler, comprendre comment elle peut contrôler ce que vous lui demandez. Après, vous augmentez la force. Après, vous augmentez la vitesse. Et bien encore, après, vous placez la personne dans la posture spécifique, donc la posture de course, et vous augmentez la force, éventuellement par des chariots, et puis vous augmentez la vitesse, donc de plus en plus complexe. En tout cas, il ne faut pas s'attendre, ce que je veux dire par là, il ne faut pas s'attendre que si une personne court 50 mètres en 7 secondes, vous lui corrigez sa technique et elle va courir encore plus vite. Si une personne court en 7 secondes le 50 mètres, c'est bien souvent parce que c'est sa meilleure technique à un moment donné. Il va falloir vraiment changer son physique, changer son système nerveux pour qu'elle arrive à se dépasser. Donc, ça va demander du coup, et d'où le point numéro 4, prendre le temps de recréer de l'efficacité ou de l'efficience, répéter, adapter le corps, adapter le système nerveux. Et ça, va falloir accepter une diminution des chronos à l'entraînement. Voilà. Je ne pense pas en tout cas que si on travaille comme ça à l'entraînement, ça va descendre les performances en compétition. Ça reste que mon opinion. Voilà. Alors, voilà, on va voir pour chacune des erreurs quelle peut être une progression possible pour quelques erreurs possibles, quelle peut être une progression pour toutes ces erreurs. Alors, je vais d'abord vous commencer à présenter en fait Je vais présenter mon écran. Hop. Ok. Est-ce que là, vous voyez mon écran là? Vous voyez fichier Excel ou pas? Oui. Oui. Ok. Et quand je switch comme ça là, vous voyez encore vous voyez un PDF et un PowerPoint? On voit la moitié. Ah, ça y est, on voit ton PowerPoint. Ah, ok. Il y a un petit délai, mais ok, très bien. Ok, on va passer du coup sur ça. Alors, on va commencer par la lordose parce que je sais qu'il y avait une question là-dessus. On me l'a envoyé par mail et ça tombe très bien. C'était la première ligne. Donc, pour la lordose, voilà les solutions que je vous suggère. Lorsqu'on est lordosé, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est que déjà, il faut réactiver la paroi abdominale qui est rétroverseur du bassin ou le transverse. Quand je dis abdominaux, je parle grand droit, oblique, transverse. C'est bien plus complexe que ça en a l'air. Activer, donc c'est-à-dire arriver à utiliser les abdos. Donc déjà, est-ce que la personne arrive à utiliser les abdos dans cette position-là? Et puis le renforcer. Donc là, pour ça, quand on voit sur ma banque de données, donc désolé, c'est un peu en anglais, mais là, en fait, j'ai un petit onglet où il y a marqué pelvis fixe. Et là, j'ai des exercices qui me permettent, qui sont de plus en plus durs, et qui me permettent, en fait, de créer une progression pour permettre à la personne de contracter ses abdos. Knee lift with elastic overhead. Du coup, vous prenez un élastique, vous la prenez ses abdos et l'étirement de la hanche. On met l'élastique au-dessus de la tête, on tend complètement les bras et à partir de là, je me grandis, je mets un petit peu en tension l'élastique et je sens que les abdos sont engagés et j'étire la hanche avec le fessier contracté. Et je marche tranquillement en gardant l'étirement de la hanche. Je reste à mon pied. Voilà, donc l'idée là-dessus, c'est de... Vous avez bien vu l'exercice, c'est bon? Oui. Ok, donc là, l'idée, c'est de
ressentir ses abdos sur un exercice simple et sans vitesse. Bien après, on peut rajouter de la vitesse, par exemple avec cet exercice-là. On va essayer de garder. Donc, c'est la même base que le précédent. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour cette partie-là. Donc, engager les abdos. Maintenant, on va voir. Hop là, pardon. Je ne sais pas si ça n'a pas un peu coupé dans la vidéo. On n'a pas bien vu. Là, c'était sur de l'activation rapide. Ouais, en fait, là, je montais les genoux 3 fois. D'accord. Je peux vous le remontrer. Voilà. Et je marche tranquillement en gardant l'étirement de la hanche. Là, pour le coup, c'était pas celui-là. Hop. Boum. Ok, élastique. Pour free. Boum. Étirement de la hanche à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? C'est bon? Oui. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je voudrais que vous compreniez, parce que ça va être difficile de tout voir, bien sûr, mais c'est que vous comprenez en fait la logique. C'est j'ai une lordose. Est-ce que ma personne a de la facilité pour réaliser ça? Oui, non. Si c'est oui, elle a de la facilité, c'est certainement pas son facteur limitant. Alors du coup, je vais la renvoyer sur renforcement des fessiers en extension de hanche, en contrôle latéral. C'est-à-dire si elle lordose, c'est peut-être parce qu'elle n'arrive pas à contracter son fessier pour tendre à fond la jambe. Donc là, je vais proposer dans ma banque de données hip extension, ici. C'est un hip thrust sur une jambe et avec un monté de genou. Pour hip thrust one leg, une jambe, je mets bien le pied sous le genou, j'ai les omoplates sur le banc et je cherche à sortir un genou et bien contracter la jambe puis au sol. Il ne s'agit pas juste de réaliser l'exercice sans penser, il s'agit vraiment de réaliser l'exercice en se focalisant sur les zones que l'on veut vraiment contracter. Donc là, ce n'est pas juste monter les fesses en leur dosant, on veut monter les fesses en contractant bien le fessier et en contractant l'abdos. Donc ça, c'est le niveau 1. Et puis après, on peut rajouter de la difficulté avec des charges et de la vitesse. Je vous laisse vraiment créer toute votre playlist. Ça, oui, je sais que c'est un gros travail, mais après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, donc s'il est fort là-dessus et que ce n'est pas son problème, c'est que peut-être il a une restriction. Hop là. Il a une restriction sur les fléchisseurs de hanche. Donc là il y a une restriction ici, sur cette croix-là. Donc du coup, je vais regarder et lui proposer un exercice qui va me permettre en fait de regarder si il a une restriction. Je viens chercher un étirement. Voilà, donc dans cette position-là, en fait, on se retrouve en extension de hanche et contracté. Attention, il y a des personnes qui sont très souples du fléchisseur de hanche, mais qui ne sont pas capables de produire des forces à des gros niveaux d'amplitude. Et dans cette position-là, ce qui est bien, c'est que c'est une position très spécifique où on vous demande en fait de produire des forces avec l'amplitude spécifique. Une contraction du fessier pour stabiliser la hanche et je ne bouge pas pendant 30 secondes, 45 secondes, voire une minute. Voilà, donc ça, c'est si votre personne aussi, elle est forte
dans ces niveaux-là. Vous rajoutez de la complexité avec un feedball, avec plus de force ou plus de vitesse. Et si vous voyez que ça ne pose pas problème, vous passez encore votre chemin et vous regardez du coup sur cette croix-là, par exemple. Et qu'est-ce qui limite? Est-ce qu'il y a une limitation sur le grand dorsal? Limitation sur le grand dorsal, il y a des petits tests de kiné pour faire ça. Là, je ne peux pas vous les montrer. Si votre personne, typiquement, c'est si la personne lève les mains, a du mal à lever les mains tendues au-dessus de la tête sans l'ordoser, c'est qu'il y a une restriction sur le grand dorsal. Pour faire ça, vous pouvez vous mettre contre un mur, par exemple, bien mettre votre dos à plat contre le mur et essayer de toucher le mur au-dessus de votre tête sans l'ordoser, sans fléchir les coudes. Donc du coup, si c'est toujours bon, on prend la croix suivante et on regarde s'il y a une limitation sur les adducteurs. Attention encore une fois, il y a des personnes qui sont très souples sur les adducteurs et qui ne le sont pas à partir du moment où ils sont en charge, c'est-à-dire en position vraiment d'appui. Alors, rotation externe, ah oui. C'est parce que des fois, en fait, on cherche à faire une rotation interne sur l'extension de hanche. Alors là, pour tous les fanats d'anatomie, écoutez bien. À chaque fois que vous faites une extension complète, une extension de hanche, vous cherchez en même temps, normalement, si vous êtes bien câblé, à faire une rotation interne. On verra ça dans la deuxième partie. Or, les adducteurs sont rotateurs externes lorsqu'ils sont en position d'extension de hanche. Et du coup, les adducteurs, qui sont souvent en rétraction à cause de notre sédentarité, nous empêchent de faire une extension de hanche associée avec une rotation interne. Et là, ça nous pose problème. Donc, s'il y a un problème d'adducteur, il va falloir les travailler. Et là, je vous montre, par exemple, ces petits exercices. Hop, range of range of motion. Donc, ROM, ça veut dire range of motion. Adducteur. Donc, le plus simple, je vous prends le plus simple, par exemple. Cet exercice, l'idée d'amener à tendre la jambe complètement pour avoir un étirement du ischio et une contraction. Hop là, désolé, c'est pas la bonne vidéo. Il y a une coquille dans ma banque de données. Je viens de m'en apercevoir. Ok, alors je vous montre le deuxième, Cossack Slide. Pour le Cossack Slide, les talons sont constamment au sol. Voilà, je garde le bassin bas. Vous remarquez que c'est donc en charge. D'accord, j'étire les adducteurs, mais en charge. L'étirement des adducteurs. Voilà. Et le système est donc toujours le même, c'est de continuer à regarder à quel moment il y a quelque chose qui peut bloquer pour arriver à corriger une technique. S'il y en a qui sont athlètes ou qui ont un athlète qui a un problème particulier, lequel aimeriez-vous voir? J'aimerais comme ça va permettre éventuellement de rendre la chose plus interactive. Donc, on propose à un volontaire de prendre la parole. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris déjà la logique en fait, que j'essaie de vous montrer? Oui, moi j'avais une petite question à la limite pendant que les autres en préparent. Est-ce que pour ces exercices qui sont sur le bas du corps, tu as aussi un prolongement sur les fautes qu'on verrait sur le haut du corps? Bah là, il y a la dissociation des ceintures. Mais là, pour le haut du corps, c'est juste le fait d'avancer une épaule, d'arriver à être souple sur la rotation des épaules quand on court. Mais oui, il y en a. Mais là, je n'ai pas mis. Je voulais rester sur l'essentiel. En plus, on aurait pu faire les fautes sur les départs, sur les accélérations.
Mais ça peut rester à peu près pareil hein, sur les accélérations. D'accord. Alors, il y a la main levée pour Jimmy, mais je ne sais pas si elle était levée de tout à l'heure ou s'il a une intervention, s'il veut intervenir. Sinon, on avait une autre question sur le fléchisseur de la hanche, donc sur l'exercice qui concernait le fléchisseur. La faiblesse ne peut venir du plancher pelvien ou d'une raideur du psoas ou une faiblesse du périnée. C'est une question. Ok, ben là, oui, s'il y a le psoas en rétraction, oui, ça peut poser problème. Et c'est là que j'ai mis le fléchisseur de hanche. Le psoas, c'est le fléchisseur de hanche. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait cet exercice. C'est pour étirer et renforcer le psoas. Est-ce que j'ai répondu à la question, du coup? Oui, Donc ça, c'est impeccable. Ok, merci. Merci. Alors, par contre, par expérience, surtout par expérience surtout de mon collègue qui est kiné, ostéo, etc., préparateur physique, le psoas, c'est rarement, il compense quelque chose. Donc, il ne faut pas trop s'attarder sur le psoas. On peut s'en occuper, mais la cause est bien souvent ailleurs. Voilà. Donc, il y a une question de Bruno qui, lui, donc, évoque les genoux qui sont trop bas. Peut-être, Bruno, si tu veux ouvrir ton micro, tu peux préciser peut-être ta question. Oui, juste quand les coureurs ne montent pas leurs genoux, qu'est-ce qu'on peut Quand faire? les coureurs, du coup, par exemple, pour clarifier, par exemple, à Tozov, disons qu'ils ont les genoux pas assez hauts. On va dire ça? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. J'ai pas pris celle-là. Alors, du coup, fémur, tibial, lordose, dissociation des ceintures, trop d'oscillation. Ok, alors déjà, il faut. Est-ce que tu as toujours ton micro ouvert? Oui, Ok, alors du coup, est-ce que tu veux imaginer qu'il y a quelqu'un qui court, qui monte pas les genoux, mais qui a un cycle avant, ou quelqu'un qui monte les genoux, mais qui monte pas les genoux, mais qui a un gros cycle arrière? C'est-à-dire, par exemple, derrière, comme la fille là, imaginons, tu vois là, elle monte le genou haut, le pied haut derrière, donc elle a un gros cycle de course derrière. Mais derrière, elle ne monte pas les genoux. Ou alors, c'est quelqu'un qui a plutôt un cycle antérieur, c'est-à-dire qui ne monte pas le pied derrière, mais qui monte pas non plus le genou devant. non, j'ai pas d'exemple précis là, c'était juste. Ok. Alors comme je vais reprendre l'explication de tout à l'heure. Si tu as quelqu'un qui ne monte pas assez le genou, c'est peut-être qu'il n'a pas assez le temps de l'avancer. Donc, si c'est peut-être qu'il n'a pas assez d'extension de hanche pour se laisser le temps de monter les genoux. Je réexplique de façon différente. Plus tu vas avoir de l'extension de hanche, plus tu vas pouvoir pousser longtemps. Plus donc, tu vas rester à un certain moment au sol. Et en fait, on ne peut monter le genou que le temps où on est en appui au sol. Après ça ne fait que descendre. Donc, soit on voit la question par je n'ai pas d'extension de hanche et on essaie de répondre à ça. D'accord. On essaie de regarder, alors par exemple, ici, hop là. Alors, le réflexe amphibien, j'ai pas envie d'aller dessus. Pas assez d'extension. Voilà, donc là, si tu veux pousser plus loin derrière, typiquement, voilà, tu regardes si tu peux ici renforcer tes fessiers en extension de hanche par les hip thrusts, par exemple, ceux qu'on a montré tout à l'heure, ou est-ce que c'est un problème de mobilité?
C'est les deux. Est-ce que la personne, elle ne pousse pas parce que son psoas la limite, ou est-ce qu'elle ne pousse pas parce qu'elle n'est pas assez forte en fessier? Si c'est parce que elle fait trop de talons-fesses, par exemple à pied libre trop haut, à strike, pied libre trop haut, par exemple à strike, le pied est trop haut derrière. On regarde cette erreur ici, donc les abdos. Alors souvent, les personnes qui ont un bassin qui part en arrière, ils ne fixent pas leur bassin et du coup, le psoas ne peut pas fonctionner et ramener vite la jambe devant. Donc du coup, j'ai mis cette erreur-là. Mais où est mon curseur? Voilà. Sinon, hop, on peut voir cette erreur-là. Hop, ici, c'est la raideur verticale. Donc la personne n'est pas capable de produire des forces en un temps assez court. Donc, je vais vous montrer des petits exemples pour faire ça. Alors, j'en ai plein là. Est-ce que, en fait, là, j'en ai plein, parce que c'est super important. Est-ce que la... Hop. Bon, allez, hop, 14. Alors, j'en ai pour le pied et j'en ai pour la jambe. J'en ai un peu pour beaucoup de choses. Exercice, mais il n'est pas facile à maîtriser, à stabiliser. Donc, attention. Voilà. On va pouvoir mettre beaucoup de... Tout simplement sauter ça. sur un pied. Voilà, résister sur une jambe. Sauter sur un pied. On va pouvoir mettre alors beaucoup ça, c'est le plus d'énergie. simple. Après, les plus compliqués, bien sûr, on rajoute de la force, on rajoute un temps de contact court. C'est ça. Hop. Un pied, et là-dessus, on cherche à faire des petites oscillations. Vous allez peut-être dérouler et monter sur le talon, ce n'est pas un problème. Et c'est juste à chaque fois de bien répartir la charge entre l'avant-pied et le talon. Si vous avez... Voilà, c'était pour augmenter la difficulté. Donc, on en était ici parce que je n'ai pas assez de raideur musculaire. Il y a encore parce que je ne suis pas capable de ramener assez vite, assez fort ma jambe libre, donc la flexion de hanche. Donc là, il faut travailler la flexion de hanche. Alors, juste petit point là-dessus, le moment où vous devez être fort sur votre flexion de hanche, ce n'est pas quand le genou est devant. Là, c'est trop tard. Quand on veut ramener sa jambe, il est intéressant de travailler éventuellement ses fléchisseurs de hanche quand la jambe elle est derrière, pas quand elle est devant. Donc, travailler fort avec un genou haut, je doute que ce soit pertinent. Ça peut même diminuer l'amplitude de votre psoas. Alors, du coup, je vais vous montrer des petits exercices de flexion. Hop. Je crois que j'en ai pas. Ah, yes. Et revenez. Voilà, tout attention, simplement. Là, la jambe est étirée. Le pied devant, genou pointu, le pied sous la fesse. La jambe est étirée derrière. Donc, désolé, je ne le fais pas très, très bien. J'ai un peu du mal à le faire. Le bassin, j'aurais dû plus le stabiliser. Je suis complètement parti là. Mais là, le psoas est étiré et je contracte en revenant. Ah, stabilisant bien. Voilà. Donc là, si vous voyez que vous êtes capable de carrément maîtriser à chaque fois chacun de ces points, enfin, il faut regarder quel est le facteur limitant, quel est le point qui est le plus difficile à travailler pour vous. Donc là, on était sur strike, le pied libre est trop haut. On a vu cette croix-là.
Et là, maintenant, on voit cette croix-là. Hop. Trop de dominance de la chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bassin qui va partir vers l'avant, donc qui va s'entéverser. Et du coup, ça va faire partir les épaules devant avec un cycle postérieur plus prononcé. Donc l'idée, c'est d'arriver en fait à renforcer la chaîne antérieure, éventuellement en faisant, par exemple, plus de front squat dans l'idée que de soulever de terre, pour ceux qui ont l'idée qui comprennent qu'en fait, il faut renforcer plus les quadriceps, les abdos, les fessiers, plus que le dos et les ischios. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour répondre à ta question, du coup. J'espère c'est bon. que Ok. ça a été... Il y avait une deuxième question dans le chat donc de Didier. Donc quelqu'un qui aurait tendance à jeter les pieds plutôt que de monter le genou et pour griffer. En définitive, je pense que les explications de précédentes étaient déjà pas si mal, parce que j'imaginais le mouvement en même temps que les explications, et ça ne correspond pas effectivement. Ok. Alors, du coup, pour la personne qui jette trop les pieds devant, donc là, c'est dans MVP, par exemple, dans cette position-là, on voit que le pied passe trop devant le genou. Donc, pourquoi? Donc, ici, pas de renforcement fessier en extension de hanche, c'est-à-dire, en fait, pourquoi? Alors là, on peut vraiment réfléchir longtemps à ça. Ça, c'est des choses que je vois que j'essaie de comprendre au fur et à mesure. C'est qu'en fait, quand la personne, en fait, elle n'arrive pas à pousser assez derrière, elle va mettre en tension ses ischios en posant le pied un peu plus devant. Donc, si la personne est très forte en extension de hanche, ce n'est peut-être pas ça. Donc ça, pour l'extension de hanche, c'était e-thrust, soulevé de terre, c'était tout ça. Sinon, on peut voir si la personne ici. Donc là, c'est est-ce qu'elle est capable, comme je vous avais dit, de changer rapidement de chaîne croisée. Si la personne, en fait, elle ouvre devant, c'est peut-être pour augmenter son amplitude, parce qu'elle n'est pas capable de faire de la fréquence. Donc pour ça, vérifier si elle est capable de changer rapidement de chaîne croisée, sans forcément lui mettre une contrainte de vitesse. Si elle n'y arrivait pas, ben, vous pouvez l'entraîner sur du 4 pattes, par exemple. Donc, pour ça, j'utilise tout ce qui est à base d'anti-rotation. Hop. Donc, l'anti-rotation à 4 pattes, notamment. Dans un premier temps, les genoux au sol et juste, je viens toucher. Voilà. En faisant juste les épaules, seulement ça, en mettant un appui sur les mains. Donc là, c'est vraiment l'étape 0. Je n'ai absolument pas ni les fesses, ni la ligne des épaules. Deuxième niveau, je décolle les genoux et je fais la même chose. On alterne en fait les chaînes croisées. Absolument. Je reviens absolument dans cette position. Donc là, on est surtout en train d'alterner les chaînes croisées antérieures. Et en le faisant plus en plus rapidement, ben, on apprend à gérer en fait cette alternance croisée gauche, croisée droit, croisée gauche, croisée droit. Alors là, je suis en train de le faire avec les mains, mais après, voilà, on pourra ajouter de la difficulté en poussant, en soulevant une jambe plus tôt, ça se rapprochera, ça sera de plus en plus spécifique. Voilà. Je vous laisse imaginer derrière ce qu'on peut faire. Non, je vais vous en montrer un petit peu. Un exercice où on alterne fortement des chaînes croisées. J'adore celui-là. Celui-là, vous sentez vos obliques très très forts. Avec des le bassin est bien stable, le genou devant est bien stable et on évite de mettre de la rotation sur les hanches. Juste tourner les épaules. Une fois que l'on maîtrise le mouvement, on va pouvoir accélérer et bien mettre une épaule devant, une épaule derrière. Vraiment de la dissociation. Hein. Et on peut le faire vraiment très 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 vite. Alors celui-là, vraiment, j'adore cet exercice. Vous l'avez bien vu, c'est bon?
En fait, on voit bien, mais sur les exercices rapides, ça saccade un peu. Ou alors, c'est mon ordi, mais Donc, en fait, c'est des fentes plio avec une charge dans les mains. Et quand le genou quand le genou gauche est devant, la charge est à gauche. Voilà. ouais, on Pour a refaire juste ça. du mal à voir la vitesse maximum à laquelle tu arrives à le faire. Ok, ok. Bah, je change pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Après, on peut aller très, très, très vite et se rapprocher de très hautes fréquences comme ça. Alors, vraiment, si on veut se rapprocher des très hautes fréquences, alors au début, quelqu'un de costaud, il peut le faire avec 15 kilos, mais on peut le faire vraiment avec 5 kilos pour quelqu'un qui est un sprinter de 80 kilos qui envoie en 11 secondes au 100, par exemple. Ça va très, très, très vite. Allez, et cette croix-là, du coup, si le tibia fémur trop ouvert, alors on était sur celui-là. Hop, on voit là la raideur verticale, donc comme on en a déjà parlé. C'est que la personne ouvre devant parce qu'elle n'est pas assez raide et du coup, elle est obligée de se donner du temps pour avoir un contact court. Si la personne n'est pas capable de faire des rebonds rapides avec de la charge, donc du coup, elle va devoir travailler ça. Et est-ce que c'est pas parce que la personne n'est pas capable de gérer cette phase excentrique quand le pied passe devant? Je remonte sur cette photo-là. Est-ce que la personne, quand le pied est devant, il y a toute une phase excentrique de toes-off à MVP. Il faut freiner le pied pour le refaire aller dans l'autre sens. Et cette phase-là, il faut la gérer. Et pour la gérer, hop, on peut utiliser les grands classiques. Alors du coup, Razor Curl. David, tu peux aussi préciser un petit peu le nombre de séries ou la durée de l'exercice? Voilà, c'est une question qui est posée aussi. Ok, ok. 3, c'est dur. 4, 5, je Voilà, là c'est pour le Razor Curl. Là par exemple, je suis en train de faire 5 répétitions de 5 secondes lentes en excentrique. 3, Donc la position est très spécifique. Là. Il faut juste me basculer à la verticale. Hop là, je me remets. 4, voilà. 5, et je recommence. Désolé. Voilà, là j'ai une tension maximum. Et là, vous me basculez en fait à la verticale et la position du rachis, du fémur et du tibia en fait correspond vraiment à ce moment-là en fait. Donc par rapport à ceux qui connaissent le Nordic hamstring, ben moi je trouve, enfin je sais pas que je trouve, c'est les études aussi, hein, que cette position-là, avec la flexion de hanche, en plus de la flexion de genou, correspond plus au Razor Curl plutôt qu'au Nordic hamstring. Voilà, le Nordic hamstring, il va servir pour une autre chose. Donc pour ce genre d'exercice, par exemple, un minime qui est en initiation, s'il veut pouvoir marcher le lendemain, il faut qu'il en fasse combien? Ouf. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est vraiment pas facile. Là, par exemple, sur 5 contractions isométriques de 5 secondes, on va dire entre 3 à 6. Voilà. 3 pour quelqu'un qui débute et 6 pour quelqu'un qui est novice. Mais à la limite, je préférerais, moi, délester la personne, le novice, en lui mettant un petit élastique, que ce soit plus facile pour lui, qu'il contrôle plus, qu'il sente bien les choses et lui faire 6 séries. Ça D'accord. reste mon opinion. Après, voilà, il faut avoir le temps quand même. Hein. Non, mais c'est une bonne réponse parce que ça paraissait quand même violent, comme c'est vrai que au niveau des contractions, donc l'idée de l'alléger au départ. Ah, c'est pas pour rien que c'est le dernier exercice de la ligne. Là, vous voyez là pour le late swing phase, c'est la jambe qui rebascule vers l'avant. Là. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles. Donc là, j'ai pris le premier exercice, le plus facile pour gérer cette phase excentrique. Il y a des exercices qui sont beaucoup plus simples et que là, je recommanderais à des benjamins
apprendre à gérer, par exemple, leur contrôle. Bon, les benjamins, voilà. Je sais bien qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux comme ça. Voilà, là, on se retrouve dans une position encore spécifique. Vous faites l'exercice en tournant la jambe et vous revenez sur une jambe. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un exercice qui travaille la même qualité, mais d'une façon différente. Et là, par contre, pour faire 5 ou 6 séries, il n'y a pas de problème quand on est jeune et qu'on est inexpérimenté. Mais bon, il faut avoir le temps. Ça c'est sûr. C'est pas avec des benjamins que généralement on a le temps de faire ça. C'est clair. Mais c'est juste pour dire que voilà. On peut faire ça avec n'importe quelle population. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du coup pour tout ce qui est par rapport au fémur tibia trop ouvert. Il y a d'autres questions dessus? Je vais pas m'attarder. Il est déjà 21h26. Je vais du coup, sauf question particulière, passer à la deuxième partie et vous faire découvrir la face avant, la face bien cachée qu'on ne voit pas souvent. C'est bon? Ok, pas de questions. J'enchaîne. Donc n'oubliez pas du coup d'intégrer dans posture simple d'abord, puis posture spécifique, augmenter la force, puis la vitesse. Deuxième niveau d'analyse, le plan frontal postérieur et antérieur. Allez, tout commence avec le bébé, où en fait, on s'aperçoit bien souvent, nous, quand on coach, on essaie de chercher l'alignement. Tout doit être droit. Rien ne doit déborder. Il n'y a pas d'arc de cercle, il n'y a pas de choses qui partent en rotation. Tout est dans l'axe. Et en fait, non. Le corps ne fonctionne pas comme ça. C'est dans la rotation que le corps va trouver de l'élasticité et le renvoyer. On part de la rotation externe, souvent, vers la rotation interne. J'emmagasine en rotation externe et je relâche en rotation interne. Là, par exemple, une petite vidéo d'Usain Bolt qui court. Vous aurez plusieurs exemples comme ça. Regardez au moment où il pose les pieds. Il pose en rotation externe et vient finir en rotation interne. Alors attention, vous allez me dire, ouais, il est particulier, Bolt. Mais non. Beaucoup de personnes, les personnes qui performent et qui ne se blessent pas, sont très souvent comme ça. Pose bord externe, ils sont solides sur le bord externe et finissent en rotation interne avec l'extension de hanche. Hop, on passe à la suite. Là, je vous montre deux personnes. Donc, la personne de gauche a un style où elle va faire une extension de hanche. Je vous laisse passer là. Avec l'effondrement dans la voûte plantaire ici. L'autre résiste beaucoup plus sur le bord externe. Celle-là finit avec une rotation interne. D'ailleurs, son pied s'oriente en rotation interne. L'autre, plutôt en rotation externe. On regarde la vidéo. Regardez son pied ici. Hop. L'effondrement de la voûte plantaire. Et elle finit en rotation externe. Alors, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, ça. Là, ce qu'il faut vraiment regarder, là, du coup, c'est elle finit sur de la rotation interne. Au moment où ça pose, on peut voir ça aussi. Hop. La hanche droite, ici, elle est plus haute que la hanche gauche. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est des choses, en fait, qu'il faut apprendre à contrôler au ralenti. Et souvent, c'est à cause de la sédentarité qu'il y a des rétractions et des manques de stabilité à des endroits qui nous mènent, en fait, à chercher des tensions. Ici, par exemple, sur un valgus. Et là aussi, sur la cheville. Voilà. Hop. De façon globale, donc c'est des postures que l'on voit bien souvent. Par exemple, là, on voit Bolt, du coup, avec les pieds dans l'axe, les genoux qui poussent vers l'extérieur. Des tribus primitives où
lorsqu'on est en appui, on vient chercher la mise en tension par la rotation externe. Là, ici, le relâchement par la rotation interne. Ici, un appui bord externe. Finir bord externe avec une rotation interne. Voilà, c'est des choses qu'il faut toujours arriver à répéter. Là, vous voyez le bébé qui pose bord externe, qui vient chercher la mise en tension sur le bord externe, toute la chaîne latérale, et qui finit en rotation interne en ayant bien pris appui sur le bord externe. Là, on voit encore une image où c'est vraiment mis en avant. On va chercher bord externe et on finit sur une rotation interne. Alors là, c'est vu de face et là de dos. Les meilleurs sont bien souvent comme ça. Donc là, on a Michael Jordan. Donc là, on voit encore la rotation interne. Ce qui est assez rigolo, là, c'est de voir la personne derrière, elle, être complètement dans un schéma opposé. Et Ashton Eaton aussi, par exemple, pareil, avec son pied qui rentre vers l'intérieur. Donc, c'est des attitudes qu'il faut chercher à finir, à bien prendre contact bord externe, genou vers l'extérieur, pour mettre en tension devant, mettre en tension la chaîne latérale et finir sur de la rotation interne. On voit sur cette vidéo la pose de pied par talon en premier et ensuite on peut aussi observer l'écrasement de la malléole. Voilà, donc là c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On voit sur cette vidéo la pose de pied. Alors voilà la personne déjà qui a le genou qui va arriver en valgus. Il faudrait plus s'orienter vers l'extérieur. Le pied ici qui s'oriente vers l'intérieur, ce qui montre une rotation externe de la hanche. Et là, on n'en veut pas. On voudrait plutôt talon vers l'extérieur, le talon vers l'extérieur pour un pied qui est dans ce sens-là. En premier, et ensuite, on peut aussi observer les... Hop là, pardon, désolé, putain. On voit sur cette vidéo la pose de pied par talon en premier, et ensuite, on peut aussi observer l'écrasement de la malléole. Le bassin. Voilà. Alors, donc pour ça, on peut faire des exercices où on répète, on contrôle. Donc, toute votre préparation physique, toute ma préparation physique, personnellement, est orientée pour arriver à bien gérer ces rotations-là. C'est-à-dire finir bord externe, mettre en tension comme un arc devant, genou vers l'extérieur. Ce que je dis, c'est genou vers l'extérieur, bord externe du pied, orteil relevé. Là, on finit bord externe, on avance, on abaisse la hanche de ce côté-là. On avance ou on abaisse ce côté-là, donc le côté qui pousse. Et du coup, on peut faire plein d'exercices. Je vais vous laisser voir cette vidéo de Pierre Elite Performance. Là, par exemple, sur les squats, il s'entraîne à mettre bien les pieds dans l'axe, bord externe du pied, les genoux vers l'extérieur, et à créer une rotation interne quand il pousse. Donc, ça change un peu des squats habituels, où parfois on va même dans un schéma opposé. Voilà, ça peut paraître très bizarre, mais se réentraîner sur ce schéma moteur-là, ça demande pas mal de temps et ça corrige vraiment des attitudes et ça fait devenir la tête plus simple. Voilà, là on le voit en train de réaliser un espèce de soulevé de terre. On mobilise les pieds là. Là, tout simplement un soulevé de terre, une jambe. Le genou pousse vers l'extérieur, la hanche opposée descend. On voit le pied qui rentre à l'intérieur. Donc là, le fessier est en fait mis en tension, étiré, et il contrôle cette rotation. Voilà d'autres exercices.
Voilà. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais montrer. Et maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je comprends que là, c'était très dense, ce que je vous ai montré quand même. Voilà. Alors, il y avait une question dans le chat. Vas-y, Hervé. Oui, voilà, justement, comme c'était très dense, la question, elle est un peu liée. C'est ce que tu arrives, comment tu arrives à faire pour justement filmer et voir tous ces petits détails avec des groupes d'athlètes. Bon, là, la question, c'est pour une cadette, mais est-ce que tu arrives à voir même les plus jeunes autant Oui. dans le détail? Oui. Alors là, on a essayé de catégoriser la chose vraiment pour vous donner vraiment des repères. J'ai essayé d'être vraiment de ne pas parler dans le vague, donc de prendre des images pour vraiment essayer d'avoir un côté pédagogique le plus grand possible. Mais bien sûr, en fait, quand on est sur le terrain, ce qu'on voit, c'est il monte trop le pied sous la fesse ou il monte pas assez les genoux. C'est beaucoup plus, on est beaucoup plus pragmatique que ça. Moi, j'essayais juste de vous donner un cadre un peu pour essayer de vous simplifier tout ça et de vous donner vraiment la philosophie d'entraînement. Mais derrière, quand je vois un athlète qui monte trop les pieds derrière, je le connais. Donc, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez indéformable? Je sais que de façon générale, quand je lui fais des exercices de rebond, il est très fort à ça. Est-ce qu'il est chaîne postérieure dominant? Je sais que oui, par exemple, parce qu'il est très fort en soulevé de terre, mais que par contre, dès qu'il est en front squat, il n'est pas bon. Donc, c'est certainement ça. Est-ce qu'il est bon en fléchisseur de hanche? Je sais qu'il n'est pas capable, par exemple, de contrôler son bassin sur cet exercice-là. Donc, c'est beaucoup moins... c'est peut-être beaucoup moins analytique que je vous ai montré. Mais il y a quand même cette réflexion derrière que je fais. Et vu que je la fais depuis un moment, peut-être qu'elle est un peu automatisée chez moi. Voilà. Après, j'ai conscience que c'est pas facile, que c'est pas facile à faire et que ça demande beaucoup de travail, mais voilà vers quoi je pense qu'il faut tendre pour bien coacher le sprint. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas à brancher votre micro si vous avez une question, c'est le moment. Oui, j'ai une question. Comment gères-tu la planification donc, tu identifies un ensemble par rapport à des défauts, un ensemble d'exercices à faire. Est-ce que c'est des blocs d'exercices que tu rajoutes en plus des blocs de renforcement génériques, ou alors c'est un entraînement spécifique que tu rajoutes où tu ne traites que les défauts de l'athlète? Donc, tu parles de programmation de la semaine, du coup. Tu parles pas de planification sur les journées. De la semaine ou plus général. Comment tu gères le générique? Je travaille toutes les chaînes musculaires, et le spécifique lié à l'athlète et à ses défauts, je renforce en plus là où il est en déficit spécifique. Alors, je vais te dire ce que je pense être la réponse. Après, tu me dis si je n'ai pas répondu à ta question. Dans la semaine, le maximum de spécifiques possible. Par là, j'entends la charge d'entraînement qui va faire qu'il ne va pas se blesser, qui ne va pas avoir de tendinite, la charge qu'il peut accepter. À partir de là, c'est-à-dire, par exemple, je lui demandais en sprint d'essayer de courir d'une certaine façon. Si au bout d'un moment, au bout d'un moment, on peut pas faire des sprints à vita aeternam, quoi. Au bout d'un moment, on est obligé d'aller se préparer physiquement ou faire autre chose, quoi. On peut pas faire que courir. Donc à partir de ce moment-là, quand la dose maximale de spécifique a été obtenue et de travail plutôt spécifique a été obtenue, bim, je passe en salle de muscu. Et là, comment je fais en fait pour organiser mes exercices? Là, il n'y a pas de planification. C'est-à-dire, je m'occupe
qu'est-ce que la personne est capable de faire, et je lui donne en fait quelque chose qui a l'équilibre entre ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle ne peut pas faire. C'est-à-dire juste l'équilibre qui lui permet d'apprendre. Si c'est trop dur, elle n'apprendra pas, et si c'est trop facile, elle n'apprendra pas non plus. Donc, c'est pas que tellement en janvier on fait ci, en février on fait ça, et puis en mars on finit à fond la caisse. C'est plus de favoriser un apprentissage plus que de faire travailler un bout de steak. Voilà. Merci. Oui, j'ai répondu du coup, tu penses? Tu m'as donné des informations. Je vais réfléchir en fonction de ça. Merci, David. En fait, tu agis comme un kiné. Tu rectifies tout le temps en fonction du niveau atteint par le patient. Oui, oui. Et est-ce que justement tu travailles avec, ils voient des kinés aussi, tes athlètes, en parallèle, qui leur fait faire un autre travail? Non. Ils en ont déjà assez. Non, il ne voit pas de kiné. Alors, en ce qui concerne les domaines de la force, vous avez peut-être dû voir sur mon... En fait, j'ai quand même des... Je vais vous remontrer... Hop. C'est où? Je vais repartager mon écran. Hop, partage d'écran. Ok, donc là, vous voyez mon petit tableau là? C'est bon. Ok, en fait, donc, il y a des exercices. Voilà, donc j'ai des thématiques en fait d'entraînement qui sont là à gauche. Là, ça va plutôt être des thématiques de complexification. Donc, pour faire simple, un peu plus dur et encore un peu plus dur. Je suis en train de travailler pour d'autres améliorations. Et du coup, là, tout ce qui est triple extension, c'est plus des choses qui sont là régulièrement. C'est plutôt la préparation physique où là, je vais périodiser. Là, je vais dire, pour certaines, par exemple, pour des petites filles qui ont vraiment la peau sur les os et qui ont vraiment besoin de prendre en force, je vais aller plutôt vers là, vers des longs temps sous tension, c'est-à-dire pour favoriser les facteurs hypertrophiques et favoriser plutôt le système nerveux en allant ici. Donc, oui, il y a toute une partie un peu kiné, si tu veux dire, ou réhabilitation des capacités motrices, mais il y a certaines lignes là-dedans qui sont des récurrentes dans ma préparation physique et que je vais faire évoluer du plus long vers le plus fort et le plus rapide. Voilà. Par exemple, concrètement, par exemple, hip extension, sur travailler ses fessiers, travailler ses ischios, la triple extension en force max, l'accélération, sur la RFD, c'est des choses qui, peu importe la personne, ça la fera performer plus fort. Donc, c'est des choses que j'amène très, très régulièrement. Et en fonction des athlètes, ils ont leur petit... là, par exemple, la fiche de l'athlète, ils ont, par exemple, leurs petits exercices en fait, à faire qui sont, par exemple, gym session 1, 2 et 3, qui est par rapport à même de l'athlète. Voilà. Donc, ça semble être un gros travail que l'athlète, du coup, doit savoir, mais en fait, vu que je me suis organisé et que derrière, en fait, l'athlète a juste à cliquer, par exemple, sur un exercice et d'avoir son petit fichier YouTube, du coup, ça lui amène de l'autonomie. Et pour vous dire, mes minimes y arrivent. Donc, minime 1, ils ont compris comment ça fonctionnait et ils sont plutôt autonomes. Moi, ce qui me donne derrière un rôle de manager dans la séance. C'est-à-dire, ils sont avec leur smartphone, ils regardent. Je pense que ce n'est pas à la portée de tous les minimes. J'ai la chance d'avoir des minimes un peu plus sérieux que la norme, je pense, pour certains. Et du coup, en tout cas, pour les grands, quand même, pour les juniors, il n'y a plus de soucis, quoi. Je suis un manager, je regarde dans la salle, j'ai plus à expliquer un exercice.
j'ai plus à vraiment expliquer les choses, j'ai juste à venir corriger. Et je préfère être là pour la sécurité et pour la correction plutôt que l'explication et la pédagogie. Voilà. D'accord. Alors, comme tu as un peu répondu à une des questions, comment est-ce que ces exercices, ils sont accessibles? Là, on pose la question, est-ce qu'on va pouvoir récupérer ces exercices? Alors, si vous êtes athlète de David, oui, ça c'est sûr. Alors, je suis désolé, mais bien sûr, vous imaginez que ça demande beaucoup de temps de faire ça et que c'est un travail derrière. Je pense que par contre, vous pouvez vous construire peut-être pas une banque de données rapidement aussi longue que la mienne, mais je pense que en fonction des thématiques que vous voulez travailler dans votre cycle de course, par exemple votre indéformabilité, votre qualité à monter les genoux, votre qualité à fermer devant, votre qualité à pousser l'arrière, ben, ça vous fait déjà 4-5 thématiques et vous pouvez dissocier ces 5 thématiques en peut-être un exercice facile, un exercice moyen, un exercice un peu plus avancé. Euh, et comme ça, vous créez ben, une petite banque de 15-20 exercices qui sont pour vous les plus grands fondamentaux. Plutôt que de. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir tout un panel super long d'exercices, mais d'être vraiment précis et de choisir vraiment des exercices pertinents. Par exemple, mes athlètes, vous avez pris l'impression que j'ai beaucoup d'exercices, mais au final, ils n'en réalisent pas beaucoup parce ils réalisent les leurs. Et du coup, ils réalisent souvent les mêmes parce qu'ils en ont souvent besoin et en fait, ça évolue peu. En fait, ça évolue au rythme de leur évolution. D'accord. Il y avait une question par rapport au fait que là, tu interviens chez des jeunes, mais si tu as des personnes qui ont déjà X années de pratique, Oui. est-ce que tu penses qu'il y a des évolutions possibles aussi dans ce domaine-là? C'est-à-dire des évolutions. Quand des défauts, enfin des défauts, ou en tout cas ce que tu veux corriger est déjà bien ancré. Ah oui, ok. Alors, c'est-à-dire, on prend l'exemple, par exemple, d'un sprinter qui est déjà bien avancé en âge, qui est sur la fin de carrière d'un sprinter, ou alors même un trailer ou un coureur de fond, de route, qui a déjà bien des bornes à son actif et pour qui ça fonctionne bien. Changer, est-ce que la question revient à dire, est-ce que changer sa pattern de foulée, c'est pas un peu dangereux? C'est ça la question? Hein? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce que ça peut pas entraîner des blessures en fait? Voilà, c'est ce que disait Alexandra. Ok, il y a des. Alors là, je vais reprendre vraiment ce qui se passe dans le deuxième plan, c'est-à-dire de face. Tout ce qui se passe de face, c'est vraiment très pathogène. Faut vraiment y faire attention. Si après la personne n'a vraiment pas de douleur, c'est écoutez, touchez à rien et continuez. Hein. Si vous voulez être plus performant, ben, continuez à être plus indéformable, produire des forces en peu de temps et pousser plus loin derrière. On va rester très, très, très simple. Mais s'il y a des petites tensions en genou, des choses comme ça, ben, il y a de fortes chances, fort à parier que déjà regarder dans le plan frontal plutôt que de regarder dans le plan latéral, il y a des choses très intéressantes à voir d'un aspect kiné. Donc, je vous rappelle pour moi ce qui est très important, et peu importe votre. Voilà, il peut y avoir plein de styles de foulée différents dans le plan sagittal qui peuvent être très performants. Mais par contre, quand il s'agit de regarder dans le plan frontal, ça peut être très vite pathogène et peu efficace. Et là, je dirais, il n'y a pas 36 000 solutions pour être performant et en bonne santé. Il faut poser bord externe, le genou légèrement vers l'extérieur et rentrer le pied vers l'intérieur, comme vous avez vu sur les vidéos. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est faut pas changer ça. Il faut vraiment garder ça pour être performant et sain. Tout ce qui se passe dans le plan sagittal, à la limite, ça peut passer. Voilà. Mais si vous avez mal au dos, par exemple, le coureur qui a mal au dos parce qu'il est tout le temps en lordose, ben, il faut essayer de le corriger. Le coureur qui a mal au genou parce qu'il court super bas et qu'il n'arrive pas à être indéformable,
voilà, il faut regarder ce qui se passe derrière. Je ne dis pas qu'il faut lui faire de la pliométrie non plus. Voilà. J'ai répondu à la question, je pense. Oui, je pense en partie. Alexandra, peut-être si tu veux compléter. Non, c'est bon. Moi, j'avais une question justement par rapport au type de pied, en fait, parce que tu as des pieds creux ou des pieds plats, donc qui ont des tendances plutôt en pronation, plutôt supination, et du coup, un pied plat qui est fatigué, qui a perdu son élasticité, c'est peut-être plus difficile à travailler dessus qu'un pied qui a gardé une certaine voûte plantaire, une certaine tonicité, quoi. Et surtout si c'est habitué, j'ai un athlète, là je pense à un athlète qui avait le pied complètement plat et en fait il s'est complètement adapté, et pourtant il est jeune, hein, il n'a que 14 ans, et il s'est adapté complètement en fait au fait de poser à plat et il n'a jamais eu mal. Et en fait, il avait un gros réflexe de Babinski sous le pied et un gros réflexe amphibien. C'est-à-dire au niveau de la hanche, il ne voulait pas accepter de fléchir la hanche. Donc du coup, on a travaillé dessus et en 3 semaines, en fait, son réflexe de Babinski et son réflexe de la hanche étaient partis. Et il a commencé à reposer le pied dans l'axe et à venir mettre en charge le bord externe, donc à avoir un pied creux. Et là, il commence à avoir une tendinopathie achillienne. En fait, il n'avait pas adapté son tendon à. Il a jamais adapté son tendon en fait à courir, à avoir des tensions d'une certaine façon. Par contre, avant d'avoir mal, il avait mal au genou. Avant d'avoir mal au tendon, il avait mal au genou parce qu'il posait complètement le pied en travers, qu'il avait le genou qui rentrait. Il avait même mal d'un côté du dos. Depuis qu'on a fait ça, il a plus mal au dos, il a plus du tout mal au genou. Et par contre, il commence à avoir la tendinopathie achillienne. Donc, oui, il y a une réadaptation. Et comme je l'ai mis dans le PowerPoint, il faut prendre le temps de se réadapter, de répéter et d'attendre, d'accepter que les performances descendent. Et voilà, de refaire marcher la machine et de la réadapter. Si on n'a pas le temps, voilà, il faut tenir le coup, hein. Et là, c'est un choix personnel. C'est pas moi qui vais pouvoir vous donner la réponse. D'autres questions? Alors, est-ce qu'une douleur au mollet peut être liée à une mauvaise position? Ah, attends, c'est quoi la question? Excusez-moi, je suis en train de lire le chat. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'une douleur au mollet peut être liée à une mauvaise position? Une douleur en mollet peut être liée à une mauvaise position. Oui, ça peut l'être. Oui. Alors, par exemple, je vois du coup Noé qui est Manu Mistral, du coup, question bête, les cadettes en 14-10 au 100 mètres, tu les filmes. Non, il y a des choses que tu n'as pas besoin de filmer. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai essayé la pédagogique et de rentrer, de montrer toutes les phases d'analyse. Mais quand on est entraîneur, il y a des choses que l'on voit et qu'on n'a pas besoin de rentrer et de travailler 2 heures le soir pour le faire. Non, en fait, je te pose la question exprès par rapport à tous les collègues qui te suivent et peut-être pour réveiller Michel, je vois que 22 heures approche, il pique du nez. Dans la logique de formation de la fédération sur les qualités motrices fondamentales que progressivement on va développer vers des choses plus spécifiques pour, à partir de la catégorie cadet, rentrer dans vraiment une famille athlétique, un vrai développement. Tu as parlé beaucoup de Benjamin, de minime dans la préparation physique, et je me dis que peut-être que 99,5% d'entre nous, par rapport au temps qu'on a et par rapport au temps de présence des athlètes sur le stade, on a vraiment autre chose à faire. Donc, c'est sûr que toi, c'est ton dada et c'est sous-tendu par tout un tas de connaissances scientifiques que nous, on ne maîtrise pas.
Mais voilà, peut-être pour relativiser un peu ton propos, sur les catégories jeunes, tout au moins, à partir de quel niveau de performance que tu pressens, tu rentres dans ce genre de choses pour pas qu'il soit pensé que c'est comme ça qu'on va arriver vers la vraie performance. J'aime bien ce discours. J'aime bien ce discours et je l'avais abordé un petit peu dans le diaporama. Là, à un moment, j'avais dit n'oublions pas les prérequis, c'est-à-dire déjà de savoir faire les gammes athlétiques correctement et d'avoir des niveaux de force minimum. C'est pour ça que c'était une question entre guillemets provocatrice, parce qu'on a eu un petit entraînement chronométré à Nice ce week-end. Quand tu vois une cadette première année faire un 100 mètres en 14 secondes 80, qu'à la fin de l'appui, en fonction de l'avancée du bassin, le pied parte en rotation interne ou pas, en réalité, tu t'en fous parce qu'il y a tout un tas d'autres choses à travailler, à développer. Oui, d'avoir les prérequis. Oui. Voilà. D'accord. Et les prérequis et la base solide, c'est pour ça que voilà, moi ce qui m'intéressait par rapport à la façon de présenter les choses de Fernand Hurtebise sur la pyramide inversée, où tu as le spécifique, le cœur de ton activité à développer et tout un tas de piliers de soutien qui vont te permettre d'accéder à la performance. À partir de quel âge, à partir de quel niveau, vraiment, pour revenir au thème du webinaire, tu considères que la préparation physique doit être le moteur de l'entraînement du sprinter? Alors là, je pense que je ne vais pas aller dans ton sens parce que, en fait, j'essaie de faire un nouveau partage là, par rapport au diaporama. Au tout début, bon, tant pis. À un moment, tu parles de la pyramide où je mets le sensoriel tout en bas, c'est ça? Non. Sur le principe de Fernand Hurtebise, par rapport à la pyramide inversée, dans la programmation et dans la planification d'entraînement, l'aérobie, la vitesse, la musculation, la préparation physique générale, c'est des soutiens de l'activité prioritaire qui est progressive vers l'échéance de pic de performance. Toi, tu proposes dans la thématique du webinaire de coacher le sprint par la préparation physique. Donc, sur le hiatus entre ces deux visions des choses, où tu te positionnes en termes d'âge chez l'athlète et en termes de niveau de performance, pour peut-être donner aux collègues entraîneurs une frontière. Qu'est-ce que tu appelles au niveau préparation physique? Parce que du coup, c'est très large. Par exemple, tu parles de… Pour moi, si tu me parles d'aérobie pour le sprinter, par exemple, d'aller faire des 30-30, pour moi, je ne vais pas voir que ça ne va pas me servir en soi pour l'aérobie, mais pour moi, c'est une pliométrie spécifique un peu. Et que pendant 30 secondes, 12 fois 30-30, en fait, il va rebondir le temps dont on parle, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. C'est une préparation physique de la pliométrique. Moi, je vois ça comme ça. Et l'âge, j'ai mis des niveaux. Tu as vu dans mon truc là, il y a au début, c'est super facile et après, c'est super complexe. Et en Benjamin, ça commence. Mais en Benjamin, il faut savoir maîtriser certaines choses. Par exemple, en Benjamin ou en Poussin, c'est pas pour rien qu'on leur demande absolument de marcher à quatre pattes, de faire des gainages dans tous les sens, pour apprendre à utiliser leur corps. Parce qu'après, quand on va aller en musculation, faudra bien savoir monter ses fesses, faudra bien monter son genou, faudra bien bouger ses épaules, s'orienter dans l'espace et créer des forces avec différents points d'appui, quoi. Et en fait, c'est un peu de la préparation physique de cette façon ce qu'on fait en Poussin et en Benjamin. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, parce que c'est la quadrupédie, c'est quelque chose qui part de la motricité fondamentale et qui va t'amener au fur et à mesure à pouvoir construire d'autres compétences motrices qui vont t'amener vers la pratique de la musculation, comme on peut l'entendre sur des exercices fondamentaux pour les plus grands. Ouais, mais la motricité, tu vois, je la garde énormément.
Je ne vais pas enlever le fait de, tu vois, par exemple, la réputation. Je prends l'exemple de la réputation. Ben, après, c'est plus de la réputation, c'est des pompes Spider-Man, par exemple. C'est que du coup, ils font des pompes, mais en même temps, ils ont toujours cette mise en tension avec des rotations. Le genou opposé qui se lève, ça reste une réputation. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est plus, vu que j'entraîne les combinés, enfin, pour les sprinteurs, par exemple, c'est plus intéressant de faire ça que de faire des pompes pour moi. Personnellement, j'en mettrais pas. D'accord. Voilà. Des pompes toutes simples, pour moi, c'est travailler le haut avec le bas. Et je ne perdrai pas du temps à passer des séries de développé couché pour un sprinter. Ok. Parce que ça fait perdre en motricité. C'est pas envie. Voilà. Mais ta vision des choses, c'est la motricité basique fondamentale de l'enfant, de l'accompagner dans son évolution pour te permettre à un certain âge d'aller développer d'autres choses plus spécifiques vers la performance. Voilà, dit de façon différente et peut-être qui sera plus clair, c'est la motricité qu'on a en poussin, en benjamin, on la garde, on ne la décomplexifie pas, on rajoute de la force et on rajoute de la vitesse. Et au lieu de le faire couché à quatre pattes, on le fait debout sur une jambe et voilà. D'accord. Ou plus fort ou plus rapide. Voilà. Merci. Donc on arrive à 22 heures, on va clôturer ce partage d'expérience et je vais vous remercier pour votre attention, votre participation. Et n'hésitez pas hein, si vous voulez recommuniquer avec David, je pense que je vous remettrai son mail éventuellement dans le petit bilan et puis vous pourrez lui poser des questions peut-être plus individuellement si après coup ça mûrit et puis que vous ayez d'autres interrogations par rapport à votre pratique sur le terrain. Voilà, donc en tout cas, merci David. Merci pour ce partage. En faisant cette communication, moi je me rends compte que c'était pas facile de. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer quelque chose parce que c'était vraiment. J'ai eu l'impression que c'était vraiment très, très difficile de vous communiquer ce que je pensais et la façon dont je fais les choses. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal d'exemples proposés en vidéo, donc c'était concret. Effectivement, ça demande peut-être à ce que ça mûrisse un peu dans les esprits. C'est une approche un peu différente, un peu novatrice et qui est pointue. Donc, effectivement, qui ne répond pas forcément à tout le monde. Enfin, c'est quand on va peut-être plus vers l'individualisation qu'on se pose ces questions auxquelles tu as donné certaines réponses. Hein. Mais effectivement, la base, retrouver donc des postures qui sont les meilleures dès le début, ça permet de favoriser justement la progression future et d'éviter les blessures, quoi. Merci. Donc, tu as pas mal de remerciements dans le chat. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours par mail si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Merci.